Merci beaucoup, Jean-François Cabestan, pour cette journée, cette introduction. Je précise tout de suite que j'ai été enseignant, c'est un grand mot. J'ai fait quelques interventions, notamment dans le cadre des semaines patrimoine, des ateliers, en fait, des workshops en bon français, effectivement, à plusieurs reprises dans plusieurs écoles d'architecture notamment, et notamment à Nancy, effectivement, où à plusieurs années successives, j'ai été invité à encadrer des élèves dans le cadre de semaines dites patrimoine. Et effectivement, je fais quelques interventions régulièrement, notamment à l'Institut national du patrimoine, dans le cadre de la formation des futurs conservateurs du patrimoine, notamment de la spécialité monuments historiques. Effectivement, le ministère de la Culture et en particulier la Direction générale des patrimoines et de l'architecture donc, est évidemment intéressé par l'ensemble des questions d'architecture, de patrimoine, à l'échelle nationale. Je travaille dans une direction générale donc, qui intervient au niveau national. J'ai auparavant été dans des services déconcentrés, dans des services territoriaux. Depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris, dont il a été évidemment question depuis hier, la question d'abord de la restauration de la cathédrale est une question absolument centrale. C'est un sujet d'État, si je puis dire. Ça m'a même été suivi au niveau mondial par un certain nombre d'acteurs qui ont commenté parfois en direct cet événement. C'est évidemment surtout la question de la restauration de la cathédrale qui, pour le moment, a mobilisé les plus hautes autorités de l'État. Mais comme ça a été rappelé à plusieurs reprises depuis hier, la question d'aménagement ce qu'on appelle les abords, on reviendra peut-être sur ce terme, mais en tout cas de l'environnement de la cathédrale, ou plutôt de l'île de la Cité, est une question qui est très ancienne et qui peut-être a d'ailleurs toujours existé. Benjamin Mouton le rappelait notamment. La question de l'environnement de Notre-Dame de Paris a notamment été posée plus récemment à l'occasion de réflexions sur l'aménagement du Grand Paris. Je me souviens d'esquisses d'un certain nombre d'architectes comme Nouvel, notamment, qui avaient proposé des projets pour l'aménagement de l'île de la Cité il y a déjà un certain temps. On a parlé aussi des projets de Dominique Perrault, Philippe Bellaval, dans le cadre du rapport qui avait été demandé par le président Hollande pour l'aménagement de la Cité. Et puis, je voudrais rappeler que depuis un certain temps aussi, l'État, et en particulier le ministère de la Culture et le Centre des Monuments Nationaux, conduit un projet très profond de restructuration, de reconversion du Palais de la Cité, qui est quand même à 2 pas, puisque, comme vous le savez, le tribunal de grande instance a quitté le Palais de la Cité pour rejoindre la fameuse tour de Renzo Piano au Batignolles, ce qui fait qu'un grand nombre d'espaces sont aujourd'hui libres. Des travaux sont en cours. Il est prévu de redéployer les juridictions, la Cour d'appel, la Cour de cassation sur le Palais de la Cité. Mais le Centre des Monuments Nationaux et le ministère de la Culture vont développer de nouveaux espaces, vont plus que doubler la surface qui est occupée aujourd'hui par la conciergerie et la Sainte-Chapelle, et qui sont dédiés à l'accueil du public. Et donc, l'aménagement du Palais de la Cité, qui est engagé depuis plusieurs années, va permettre d'améliorer l'accueil du public, de présenter de nouveaux espaces au public, et notamment des parties médiévales du palais qui n'étaient jusqu'à présent pas visibles. Et il est important de la rappeler, puisque dans le programme qui a été envisagé avant même l'incendie de Notre-Dame de Paris, sont notamment prévus des espaces, par exemple des espaces pédagogiques et des espaces de médiation du Centre des Monuments Nationaux, qui est, je le rappelle, également chargé de l'ouverture au public des tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et un certain nombre de ces espaces seront mutualisés. Et donc, le ministère de la Culture a déjà, dans ses papiers, même dans ses projets, la volonté d'offrir des espaces mutualisés, notamment pour les enfants, les publics scolaires, des espaces de médiation et d'accueil qui seront destinés à présenter et le Palais de la Cité, et notamment la Sainte-Chapelle et la Conciergerie, mais également la cathédrale, le quartier évidemment cathédrale, l'île de la Cité. Et donc, il y a déjà l'embryon alors ce ne sera pas un musée de l'œuvre à proprement parler, le terme a été prononcé, mais ce sera au moins un espace qui permettra d'offrir des présentations et des synergies entre ce palais et la cathédrale. On ne va pas rappeler ici les liens très importants qui existent entre la Sainte-Chapelle, par exemple, et la cathédrale Notre-Dame. On parlait à l'instant avec le père Gilles Drouin. La flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris et celle de la Sainte-Chapelle, pour ne parler que des flèches, sont 2 fois sœurs, si je puis dire. Elles ont été construites à peu de temps d'intervalle à l'époque médiévale. Elles ont été restaurées ou plutôt reconstruites par les mêmes architectes au XIXe siècle. Là-dessus, c'est Viollet-le-Duc. Je parle sous contrôle de Benjamin Mouton, qui connaît cette histoire mieux que moi. Et donc, c'est absolument essentiel de pouvoir proposer une présentation commune, un parcours de visite qui soit commun. Et peut-être avant de laisser la parole à
à mes voisins pour le débat. Je voudrais aussi rappeler, parce que ça a peut-être été dit, mais je voulais quand même le redire, que le paysage urbain autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris peut-être avoir un goût d'inachevé. Enfin, en tant que Parisien de naissance, j'ai moi, d'une certaine manière, toujours eu l'habitude finalement de le parcourir, de le croiser. Je m'y suis habitué, comme beaucoup de Parisiens. Et je disais à l'instant, Père Gilles Drouin, pour moi, la cathédrale Notre-Dame de Paris était presque plus un élément du décor urbain, du paysage urbain du centre de Paris qu'une cathédrale à laquelle on entre, contrairement à beaucoup d'autres cathédrales ou d'autres églises. Et c'est un élément du paysage urbain hérité des travaux du Second Empire et de Haussmann, hein, pour l'essentiel, qui sont, ça a été dit, inscrits sur la liste du patrimoine mondial, protégés au titre des sites, etc. Et ce qui est intéressant aussi peut-être de noter, c'est que les différents bâtiments, qui sont autant de symboles finalement du pouvoir au cœur de la cité, le pouvoir militaire avec la caserne de la cité, devenue préfecture de police, l'hospice avec l'Hôtel-Dieu, qui est là depuis près de 1000 ans, enfin depuis très très longtemps, 8 siècles, à côté de Notre-Dame de Paris, le pouvoir judiciaire, évidemment, avec le palais de la Cité, l'hôtel de ville est à 2 pas, bien sûr. On se souvient aussi qu'il y avait un projet de palais épiscopal à la place du quartier chanoinesse qui n'a jamais été réalisé, mais qui devait, là aussi, d'une certaine manière, servir de lieu l'île de la Cité avait presque vocation à devenir l'île des pouvoirs, en quelque sorte. Il y a l'île des musées à Berlin, l'île de la Cité pouvait presque devenir, en quelque sorte, l'île des pouvoirs. Et juste pour donner quelques éléments de date, le palais, la caserne de la Cité a été inaugurée en 1867, l'Hôtel-Dieu en 1878, si je ne dis pas de bêtises, j'ai vérifié juste avant, le tribunal de commerce en 1865, la flèche de Viollet-le-Duc et Lassus, 1859, si je ne dis pas de bêtises, sous le contrôle de Benjamin Mouton. Tout ça pour dire que tous ces grands bâtiments, pour ne pas dire grands monuments, je ne sais pas si le terme serait adapté, ont été finalement construits dans un laps de temps très court. Et c'est construit en un temps très réduit, finalement, un paysage urbain qualifié d'haussmannien, aujourd'hui, en tout cas issu des travaux du Second Empire, qui a une forme de puissance. Et il faut aussi rappeler que si la flèche de Viollet-le-Duc a été reconstruite avec des dimensions plus grandes que celles que celle de la flèche médiévale, détruite, démontée au XVIIIe siècle, c'est peut-être aussi sans doute parce que 15 mètres de plus, je crois, entre la flèche de Viollet-le-Duc et la flèche initiale, c'est sans doute aussi parce que l'architecte, Viollet-le-Duc, voulait que sa flèche soit à l'échelle de ce nouveau paysage urbain, avec des dimensions bien supérieures. Et puis enfin, un dernier point, le parvis, on a souvent dit qu'il était trop grand. Il ne faut pas oublier que le parvis est un parvis, évidemment, une tautologie, mais c'est aussi une place d'armes. Le parvis a été construit aménagé devant la caserne de la Cité, pour être un espace dédié également à la guerre et au contrôle. Enfin, la guerre, on est quelques années avant la Commune de Paris, donc on parle beaucoup en ce moment. Le parvis de la cathédrale a été pensé comme une place d'armes devant la caserne de la Cité et devait permettre le regroupement de la troupe pour, le cas échéant, aller rétablir l'ordre si nécessaire dans le quartier latin. Voilà. Tous ces éléments historiques sont très importants et la préfecture de police est un monument important ici, y compris dans l'histoire de la libération de Paris, 1944. Donc, c'est des bâtiments qui ont aussi leur histoire et qui font d'une certaine partie, dans une certaine mesure, partie de ce paysage urbain. Voilà, donc ça donne quelques éléments. Je crois que personne n'a envisagé d'ailleurs de démolir aucun de ces bâtiments. On est, je crois, tous convaincus qu'il y a quelque chose à écrire de nouveau sur ce parvis, que ce parvis n'a pas vocation à rester dans l'état où il était, qui était un peu issu des aménagements des années 70, etc. On sait que le parking, par exemple, ne redeviendra jamais un parking. Donc, il y a aussi une question d'aménagement du sous-sol, des souterrains, question d'extension de la crypte archéologique, très probablement, qui relève de la ville de Paris, bien sûr, mais c'est un musée de France, hein, qui fait partie des musées de la ville de Paris. Donc, toutes ces questions, évidemment, sont sur la table. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la question de l'accueil du public, l'accueil des pèlerins, des fidèles, qui bien souvent sont les mêmes, hein, qui sont mêlés, bien sûr, est une question absolument fondamentale qui se pose à Paris, qui se pose aussi dans d'autres cathédrales, comme à Chartres, par exemple, ou à Strasbourg, dont on parle aussi beaucoup en ce moment. Voilà pour quelques propos. Merci Emmanuel Etienne pour cette voix. Ah oui, ça. Voilà. Merci d'avoir évoqué au fond la caserne de police, peut-être qui est un bâtiment pas très aimé, mais qui en effet, c'est vrai, il n'est pas très aimé, peut-être je suis plus chez les architectes que chez les historiens, mais en effet, ce sont des grandes heures de l'histoire récente.
c'est vrai. Oui, c'est vrai. On n'en a pas beaucoup parlé de la caserne de police. On a plus parlé de l'Hôtel-Dieu. Je me tourne peut-être vers. Je vois que Jean-Paul Philippon me regarde. Vous voulez prendre peut-être la parole? Vous avez un micro devant vous. Vous faites partie des personnes qui avaient été sollicitées, en effet, pour prendre la parole avant que ensuite le flux des questions se pose peut-être. Très rapidement, est-ce qu'on peut souhaiter que le parvis reste une place d'armes? C'est bien la question. Même si cette place d'armes s'inscrit dans l'histoire, je pense que c'est assez difficile parce qu'en créant cette place d'armes, on a rompu toute proportion visuelle, tout cadrage possible en cohérence avec le monument principal qui est quand même la cathédrale. Le problème qui est posé, c'est effectivement de retrouver des proportions et de retrouver un travail de l'espace public. Après le morcellement qu'il a connu, c'est à la fois cette dilatation et ce morcellement, parce qu'aujourd'hui, avec le parking, avec les voiries, avec le morceau de crique archéologique, etc., tout ça fonctionne quand même très mal. Et si on essaye d'étendre, parce que finalement, ce n'est pas seulement la cathédrale et le parvis, c'est vrai, quelqu'un l'a rappelé, c'est le site dans son ensemble, le site de la cité, et donc le site de tous les espaces publics, de tous les espaces, je dirais, non bâtis, bien que cette distinction soit trop forte quand on parle de ça. C'est-à-dire que ce que j'ai en tête sont les exemples plutôt réussis. Je sais pas, la première fois que j'ai essayé de réfléchir à ça, je pensais à la place Saint-Marc. La place Saint-Marc, finalement, on voit qu'il y a un usage de la place, qu'il y a des bâtiments qui ont été construits devant Saint-Marc, finalement, qui s'harmonisent assez bien. Bon, c'est inscrit dans l'histoire, mais ça s'harmonise bien. Je pense beaucoup au travail qu'a fait Plečnik à Ljubljana et à Prague. Voilà un architecte qui, bon, j'irai un peu dans l'esprit de Borromini, qui a su tisser des liens en s'autorisant à bâtir. Ce n'est pas seulement l'espace public du sol qu'il a réalisé, c'est aussi une manière de bâtir pour créer du lien entre les différents édifices. Et je trouve que ça, c'est un bel exemple. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui vraiment, c'est la question de ce dont nous sommes capables, de ce dont notre époque est capable en matière de travail stylistique dans un contexte aussi complexe. Et malheureusement, je ne trouve pas beaucoup d'exemples dans l'architecture qui est produite actuellement qui nous permettrait de dire, ah ben tiens, ça, voilà, une confrontation qui serait intéressante, qui serait intelligente avec Notre-Dame et dans ce contexte. Bon, je peux penser, il y a certains architectes, bon, citons au hasard quelqu'un comme Zumthor, bon, certains architectes qui sont assez fins quand même, mais enfin, ils sont rares. Alors, voilà, à la fois, moi, ma position, c'est de souhaiter, évidemment, qu'il puisse advenir quelque chose à cet endroit, et en même temps, une inquiétude, une crainte que ce que l'on va faire ne soit qu'un ratage de plus. Alors, j'aimerais bien, puisque nous sommes assez nombreux autour de cette table et dans la salle à penser reconstruction, je crois que les différents projets des studios de Newcastle et de Paris-Belleville et la conférence, au fond, je dirais presque conclusive de Benjamin Mouton allait dans le sens, en somme, voilà, l'idée d'une reconstruction plus ou moins importante du parvis. Or, nous avons ici la chance d'avoir Christophe Amsler, architecte suisse, qui lui, justement, a un œil étranger sur la capitale et voit les choses assez différemment. Est-ce qu'on peut apporter un micro à Christophe Amsler qui est par là-bas et que peut-être, grâce au jeu des caméras, on va pouvoir projeter à l'écran?
j'étais assez frappé des réserves exprimées par cet architecte qui s'occupe beaucoup de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de... J'ai oublié de dire que Jean-Paul Philippon est ancien membre de la commission du Vieux-Paris et membre de l'Académie d'architecture. Voilà. Tandis que Christophe Amsler, pour sa part, lui, bon, ça ne s'appelle pas comme ça en Suisse, bien sûr, mais enfin, il s'occupe beaucoup d'édifices protégés par la Confédération. Si tu veux dire quelque chose sur, Oui. sur les perspectives de Paris, c'est-à-dire que les réserves que tu exprimais tout à l'heure qui me paraissent, voilà, qui m'ont voilà, intéressé. Non, c'est-à-dire qu'on a beaucoup discuté de la question de la difficulté du parvis de la cathédrale Notre-Dame, mais en réalité, c'est un problème qui est qui est beaucoup plus vaste et qui concerne au fond la plupart ou un grand nombre de nos places, tout simplement. Et on a parlé ce matin de la place du Châtelet, on a parlé de différentes places parisiennes qui ne donnent pas, au fond, un effet satisfaisant à ceux qui les utilisent. Moi, je pensais aussi à toutes ces places qui sont perpendiculaires à l'avenue de Rivoli, comme par exemple celle qui se trouve derrière, je crois, la colonnade du Louvre, qui n'a même pas de nom. Mais je crois qu'il y a l'avenue Coligny qui traverse cet endroit. C'est la place des pyramides. Non, elle ne s'appelle même pas Pyramide. Non, je pense qu'elle... Non, voilà. Même pas. Elle n'a pas de nom. Place de l'amiral de Coligny. Alors, il y a une rue. Oui, voilà. Enfin, voilà, donc elle n'a pas de nom non plus. Cet espace plat n'a pas de nom. Et donc, c'est un problème qui est beaucoup plus, je dirais, général dans nos villes européennes, qu'on a beaucoup de peine à s'en sortir avec les grandes surfaces horizontales. Et je me demandais pour le parvis si la seule solution était de procéder par des reconstructions et si on ne pouvait pas, au fond, profiter de cet espace horizontal qui a été comme mur. Benjamin Mouton a parlé un coup à droite, un coup à gauche. En vérité, c'est une conquête, disons, du vide sur le construit. Et je me suis demandé si on ne pouvait pas partir de cet a priori qu'il faut profiter de ces grandes surfaces horizontales. Simplement, on ne sait pas tellement comment manœuvrer avec elles. Et je dirais que c'est un problème d'architecture qu'on n'arrive pas, disons, à se limiter à ces grands plans en 2 dimensions. Et pourtant, les places sont belles. Les places dans une ville sont très importantes comme contrepoint à ce qui a été construit. Donc, je pense que la place en tant que telle, l'espace horizontal et vide en tant que tel, est une aubaine. Et comme disait Jean-François tout à l'heure, moi, j'ai toujours un immense plaisir à voir comment Paris ménage au fond, ces alternances de quartiers extrêmement denses, extrêmement construits, puis ensuite des immenses perspectives vides, mais qui sont au fond extrêmement pleines de signification, de perspectives, etc. Et donc, je me dis qu'on devrait quand même donner au parvis disons, la chance de pouvoir, au fond, garder cette extension qu'elle a difficilement obtenue au cours des âges, sans devoir être nécessairement contraint à construire autant. Par contre, le parvis, je suis tout à fait d'accord, ne se limite pas exactement à l'étendue horizontale qui se trouve à l'ouest de la cathédrale, mais prend tout le quart du flanc sud et puis ouvre des perspectives, justement, comme on le disait, d'ouverture sur la rivière qui sont très, très importantes. Mais je dirais, au vu des différentes propositions, au vu des différents travaux, qu'il n'est pas nécessairement, on n'est pas nécessairement condamné à reconstruire ce qu'on a détruit et qu'on peut, si on a le talent de le faire, tirer un parti extrêmement puissant de ces grandes surfaces horizontales au centre des villes, y compris devant la cathédrale. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais encore juste, parce qu'avant de reprendre mon train, je voulais encore juste dire une chose qui m'a beaucoup frappé ce matin et qui sonne comme un avertissement très important, c'est cette espèce d'unicité du tourisme dans ces secteurs et dans ces villes. Et j'étais très frappé en prenant l'avenue d'Arcole de voir une espèce de prévisualisation de ce que disait Wittmann ce matin, c'est-à-dire que lorsque le touriste aura quitté nos villes, on aura une avenue d'Arcole comme elle est aujourd'hui, avec aucun magasin ouvert. Il n'y a rien, elle est totalement morte. Elle aboutit à disons, un coude, puisqu'elle ne peut même plus passer devant
la cathédrale. Donc, c'est vrai que ça, c'est une petite remarque annexe, mais qui est quand même très important si on ne fait pas attention à donner, si on ne fait pas attention à ne pas tout donner à cette. Donc, j'ai été très sensible à la présentation qui a été faite sur la médiation, qui est une médiation ouverte à tous, mais qui a un contenu qui n'est pas nécessairement uniquement touristique. Merci pour ces vues qui, voilà, sur cette question du vide. En effet, chèrement obtenu, tu le dis, ça n'a pas été si simple. De déclaration d'utilité publique, bien sûr, expropriation, on a mis tout le monde dehors. Il a fallu chasser toute une population, enfin, c'est un cycle continuel, on sait bien, du centre de la capitale pour pouvoir obtenir ces choses-là. Ce que tu dis à propos de, au fond, cette idée, tu peut-être déplores déjà en avance cette espèce d'émiettement de cet espace public très vaste. Ça fait penser un petit peu lorsque on a assisté justement alors c'est dans des bâtiments, mais à la Samaritaine ou bien à la Poste du Louvre, on s'était donné beaucoup de peine pour rassembler des territoires complets pour avoir un bâtiment qui avait une seule fonction, la vente à la Samaritaine, c'est une machine à vendre, la Poste du Louvre, c'était la Poste. Puis maintenant, machine arrière, on découpe ça et on taille du logement social, des surfaces de bureaux et puis de toutes sortes d'éléments de programme. Donc, il y avait une démarche, c'est ça ce que tu dis finalement d'une certaine manière, Christophe. Voilà, aller au-delà. Je vois que Emmanuel Caille, rédacteur en chef de la revue d'architecture, qui est la meilleure revue à l'heure actuelle sur la place de Paris. On va le répéter à chaque fois. Non, mais je suis très sensible à ce que dit Christophe Amsler et je pense qu'effectivement, il faut se méfier de la peur du vide. Mais en même temps, et je pense quand même que l'exposé de Benjamin Mouton était assez, même s'il était trop bref, était assez explicite. Par exemple, la place de la Concorde, c'est un grand vide, et effectivement, on n'imagine pas le combler, même avec des arbres, comme j'ai l'impression qu'actuellement, il y a un projet de plantation avec peut-être des petits canards dans des lacs, je ne sais pas très bien. Là, effectivement, il y a des vides qui doivent rester minéraux, mais là, ce qui importe, ce n'est pas le vide lui-même, c'est ce que la ville ne dialogue plus avec la cathédrale. Donc là, il y a quand même, c'est un cas quand même particulier, je trouve, ce lieu-là. Moi, j'aimerais, je ne sais pas qui peut répondre à ça, mais est-ce que il y a quand même si heureusement il y a des avis contradictoires, mais est-ce que cette idée de reconstruire est totalement utopique, ou vous qui êtes peut-être plus proche des institutions, ça vous paraît quelque chose de tout à fait fantaisiste, ou c'est quelque chose qui, s'il y a une volonté politique, peut se faire? Évidemment, vous n'êtes pas vous engager, mais… Non, mais en fait, c'est pas… Je peux peut-être d'abord faire une réponse très réglementaire, ce qui est déjà une forme de réponse. Il y a dans l'île de la Cité un certain nombre d'espaces qui sont en site classé ou en espace boisé classé et qui sont par nature inconstructibles, et on peut dire qu'il est quasiment impossible d'y revenir. C'est notamment le cas des squares qui sont juste au sud de la cathédrale et au chevet de la cathédrale. C'est également le cas du square du Vert-Galant, par exemple, qui est en site classé et qui, donc, de ce point de vue, ne peut pas être autre chose qu'un espace vert. Donc, voilà pour, en tout cas, puisqu'on parle de l'environnement des abords de la cathédrale, je dirais que mon père, la messe est dite, en tout cas pour les abords sud et est de la cathédrale, la rue du Cloître Notre-Dame, on imagine difficilement aussi d'y construire compte tenu de son étroitesse. Reste le parvis. Le parvis dans le PLU de Paris est un espace qui n'est pas spécialement réglementé, donc on peut considérer que la page est relativement ouverte. Je dis bien on peut considérer, hein, c'est attention, c'est pas parce que évidemment c'est comme d'autres places, hein, quelque part. Donc on pourrait imaginer sur le plan réglementaire des aménagements. Il faut quand même rappeler, je le disais tout à l'heure, que la place est quand même protégée à de multiples titres. Elle est en abord de monuments historiques, bien sûr, on s'est inscrit, patrimoine mondial, etc. On connaît la sensibilité aussi des Parisiens, du grand public, y compris au niveau international par rapport à toutes les questions d'intervention architecturale dans des sites très patrimoniaux et très fragiles. Donc, vous imaginez le débat que pourrait provoquer une construction, même modeste, sur le parvis de la cathédrale. On connaît aussi les débats actuels sur la prise en compte du patrimoine à Paris ou ailleurs en France. Hein. Un certain nombre d'élus sont parfois attaqués pour être insuffisamment protecteurs du patrimoine. Donc, je ne sais pas si la tendance actuelle est à la construction sur le parvis de la cathédrale. On peut quand même noter que le parvis de la cathédrale est quand même
modestement et assez médiocrement, si je puis dire, construit. Parce qu'il y a quand même sur ce parvis un certain nombre d'édicules qui sont tout sauf de la grande architecture, pardon. Enfin, on a quelques sorties d'ascenseurs, quelques sorties d'espaces techniques, on a au moins des garde-corps, l'accès à la crypte archéologique n'est quand même pas ce qu'on peut imaginer de mieux, pardon, mais en termes d'accès à un espace souterrain muséographique. Donc, sans forcément imaginer reconstruire l'ensemble des bâtiments qui existaient avant les travaux de Haussmann sur le parvis, on pourrait quand même peut-être imaginer quelques... Alors, je ne sais même pas si vous parlez d'architecture, mais d'aménagement en superstructure, voilà, j'ai employé un terme très volontairement vague, pour avoir entre la surface et le sous-sol un rapport peut-être un peu plus fluide. Et aussi, parce que c'est des réflexions qui sont en ce moment en cours sur d'autres parvis de cathédrales, je parlais notamment de la cathédrale de Chartres, il y a en ce moment même une réflexion sur le parvis très complexe, qui a fait l'objet déjà d'études depuis des années, avec des projets qui continuent d'être travaillés parce que sans doute ils ont besoin de l'être. Mais on peut, sans forcément imaginer un bâtiment, enfin un parallélépipède, imaginer des aménagements qui seraient presque de l'ordre plus du paysage du travail de la surface et qui permettraient d'avoir entre le sous-sol et la surface une plus grande fluidité, ne serait-ce que pour apporter de la lumière naturelle dans la crypte archéologique et favoriser, améliorer la circulation de tous les publics, notamment les publics qui sont moins mobiles. Voilà. Je pense aussi que, alors j'ai beaucoup de respect pour les architectes, j'en suis, donc je ne vais pas les critiquer trop durement. Je pense que quand on demande à un architecte de réfléchir sur un espace, il a tendance assez logiquement à proposer de l'architecture, c'est, je dirais, dans sa culture. Il est intéressant aussi, je crois, sur des espaces comme le parvis de Notre-Dame, de faire travailler des paysagistes et aussi des gens qui sont aussi des professionnels de l'aménagement et qui peut-être auront aussi des réponses à apporter sur ce type d'aménagement. Et là, pardon, peut-être que ça peut sembler être... On parlait de la place de la Concorde et de sa végétalisation. La place de la Concorde a été en partie plantée, hein, je le rappelle. En tout cas, après, les fossés étaient en tout cas plantés, les fossés de la place de la Concorde. Il y a un débat pour savoir s'il faudrait les rétablir ou pas. Il y aura quelques questions techniques, notamment parce qu'aujourd'hui, il y a des métros qui passent. Sans entrer trop dans ce débat, ce sera l'objet d'un autre colloque peut-être sur la place de la Concorde, parce qu'il peut y avoir des sujets d'actualité, je ferme la parenthèse. Sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, travailler aussi sur le végétal. À un moment, on parle beaucoup de continuité écologique, de lutte contre les effets du réchauffement climatique, on parle de rétablissement de la biodiversité, etc. Peut aussi être un sujet. Il ne s'agit pas de planter des yuccas partout dès qu'on a 10 cm² pour planter de la verdure. En revanche, aujourd'hui, la cathédrale Notre-Dame de Paris, et on le voit notamment lorsqu'on regarde son chevet, est une cathédrale qui est entourée d'arbres qui sont plus ou moins remarquables. Certains sont quand même assez remarquables et qui font maintenant partie du paysage, de l'environnement immédiat de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est plus flagrant. C'est vrai que le parvis ressemble encore un peu à une place d'arbres, même si évidemment il a été fortement modifié et ça n'est plus sa fonction. Évidemment, ne serait-ce que parce que les entrées de parking ont coupé d'une certaine manière la préfecture de police, l'ancienne caserne de la cité de cet espace. Mais en revanche, au chevet, au sud et le long de la promenade, qui d'ailleurs se développe y compris sur la rive gauche, on a quand même on va dire un environnement végétal qui est assez important et qu'il est important aussi d'inventorier et d'identifier lorsqu'on envisage des aménagements sur l'environnement immédiat de la cathédrale. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait, c'était tout à fait dans le sujet. C'était tout à fait dans le sujet, incontestablement. Est-ce que peut-être sur cette question de la reconstruction des abords immédiats de la cathédrale, évidemment, il me vient à l'esprit le débat qui s'est fait à Saint-Denis, à proximité immédiate. C'était la question de savoir si on osait construire à 12 mètres de la basilique, et c'est une extension de la mairie de Saint-Denis qui a suscité ce débat, dessiné par, on en parlera peut-être tout à l'heure, puisque le regretté, puisque là, il est décédé il y a 3 semaines, Henri Gaudin. Tu veux peut-être dire un petit quelque chose à ce sujet, Benjamin, parce que je crois que tu étais partie prenante dans cette affaire. Non, je n'étais pas vraiment partie prenante, mais j'ai été amené à échanger avec Henri Gaudin là-dessus.
il avait eu cette parole étonnante. Il avait dit « Je trouve mon architecture harassante et donc je mets des arbres devant ». Alors, c'était extraordinaire comme illustration de sa modestie. Il a mis des arbres devant. Je ne sais pas si ça a caché grand-chose. De toute façon, à mon avis, il y a un dialogue entre les arbres d'une part, son architecture d'autre part, et puis le parvis enfin. Ce qui était intéressant, c'est la partie nord de la basilique, où il y avait l'ancien cimetière civil, qui avait été coupé en deux, en diagonale, par la rue de Strasbourg. Il avait été question de créer là un jardin. Et je me souviens très très bien qu'en définitive, le jardin qui a été créé a retrouvé le contour de l'ancien cimetière, simplement parce qu'il créait en même temps, de l'autre côté de la clôture du jardin, il créait une rue, et que cette rue a retrouvé l'échelle urbaine qui était nécessaire. Et ça a été aussi une grosse difficulté, car la rue a été considérée longtemps comme trop étroite. Et c'est là où, à mon avis, la question de l'échelle est absolument fondamentale dans l'espace urbain. Autant le parvis de Saint-Denis est un peu dilaté, il est un peu déstructuré parce qu'il n'est pas régulier, il est aussi le fruit de pas mal de hasards et de démolitions. En revanche, ce qui a été très instructif avec la recréation du parvis du jardin au nord, c'est une contribution au retour à une échelle urbaine, même si les bâtiments qui étaient le long n'étaient pas les bâtiments de l'époque. Et pour terminer, je pense que dans l'espace urbain, il y a évidemment de grandes places libres qui sont au temps de respiration. La différence qu'il y a entre ces places et des espaces qui sont issus de la démolition, c'est que ces places ont été dessinées. Et pour la place de la Concorde, ce n'est pas un coup de hasard comme c'est le cas pour le parvis de Notre-Dame, ce n'est pas l'objet d'une démolition in fine, mais c'est un gros travail de conception des Gabriel avec les fossés qu'il faudrait peut-être remettre en service parce qu'il y a là tout un jeu de creux et de plein, enfin en surface, qui est une grande élégance et une grande conception. Et puis les deux grands pavillons de Gabriel au nord, évidemment, sont à l'échelle de cette place. Donc là, on est tout à fait dans quelque chose de très construit et de très équilibré. Oui, moi je voudrais dire que la leçon que nous ont apporté les étudiants en travaillant sur le quartier, c'est qu'ils ont toujours mis en relation, ou presque, le parvis, ce que vous appelez le parvis, avec les espaces vides environnants. Et il y en a d'autres. Et marche avec le parvis, donc l'espace vide qui est entre le tribunal et enfin, là où il y a le marché aux fleurs et devant le marché aux fleurs, c'est clair que ça marche avec. Si on n'intervient pas en même temps dans une logique qui serait la revalorisation totale d'une partie au moins de l'île de la Cité, parce que je crois qu'il y a un gros verrou du côté du palais de justice, mais de l'autre côté de la rue centrale, c'est ces espaces vides qu'il faut considérer et pas simplement ce que vous appelez le parvis. Parce qu'en fait, le parvis, on l'a vu avec Benjamin, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe plus depuis le XVIIIe siècle. OK, excite le parvis. Par contre, il y a un espace vide qui est plus important que celui qui était le parvis médiéval. Et je rajouterais, et pas forcément pour faire de la provocation, mais quand même un peu, la place de l'hôtel de ville, qui est toute près. Et la place de l'hôtel de ville résulte d'une déconstruction-reconstruction, puisque l'hôtel de ville, sa façade a été, après la destruction de la commune, mise en avant. Donc, l'espace de la place de Grève n'était pas celui de la place de l'hôtel de ville aujourd'hui, qui est une vision entre la rue Victoria, comme son nom l'indique, qui a été inaugurée en 1855, et la reconstruction de 1874-1888 de l'hôtel de ville, et est aussi un espace 19e. Donc je pense que là, il y aurait à lier les trois. C'est clair pour moi, hein, pas simplement même ce qui semble s'imposer de toute manière, qui est l'espace vide derrière la préfecture. Et puis je rajouterais aussi que quand nous avons travaillé au tout début avec Dominique Perrault, enfin de manière très indirecte, en fait, il nous était venu, enfin, l'idée de travailler sur l'île de la Cité était venue du conflit qui existait à l'époque à cause de l'hôpital qui quittait le centre-ville. Donc ça, il y a quand même un engagement politique très fort du côté de l'hôpital, qui est aussi un peu rejeté parce que son sort
et jeté, j'ai l'impression, mais ça a été à l'origine de la pensée, par exemple, de nos étudiants sur que faire de l'île de la Cité. Et donc, il y a un problème programmatique dans tout ça. Je pense que la préfecture, on pourrait programmer autre chose que du bureau dans la préfecture qui doit déménager ou qui a quasiment déjà déménagé ou qui devrait, non? En tout cas, le service des cartes grises, tout ça a déménagé depuis très longtemps. Je pense que c'est un bâtiment, évidemment, l'État ne reconnaît pas qu'il est vide, mais qui est pratiquement vide, comme le palais de justice, de fait. Donc là, il y a vraiment un travail, je pense, de programmation qui n'est pas simplement dans l'éphémère, mais de revitalisation du centre, un peu comme on fait dans les villes moyennes, hein. On parle beaucoup du problème de cette ville moyenne. En fait, l'île de la Cité, c'est le problème, je dis ça en l'air, de Chalon-sur-Saône, Saint-Malo, enfin, je dis n'importe quoi qui me passe par la tête, hein. Bien pire peut-être de Brioude ou de Guéret, je ne sais quoi, qui est en fait une sorte, effectivement, comme on l'a déjà évoqué, de catastrophe commerciale, de catastrophe touristique presque aujourd'hui, avec cette unicité de fonction. Et on voit bien que la pandémie a changé la physionomie de la rue de Rivoli, a changé la physionomie du centre de Paris. Moi, j'habite à Belleville, je suis très content parce qu'à Belleville, ça vit encore. Et tous les quartiers du centre parisien, eh bien, on a constaté qu'avec ce tourisme à outrance, eh bien, ils sont vides, ils ne vivent plus et ils ne vivront certainement pas comme ils ont vécu auparavant. Donc, je pense que le parvis, d'accord, mais notre discussion doit être quand même beaucoup plus éloignée de ce qui est ou pas, ce qui serait ou pas un nouveau parvis médiéval. On n'en est plus là. On est dans un espace qui est beaucoup plus composé au XIXe siècle et c'est de ça dont il faut qu'on parle. Voilà. Merci de cette intervention. Jean-Michel Legnaud a demandé la parole peut-être et ensuite peut-être à nouveau. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis frappé par toutes ensuite... les convergences de nos discussions depuis hier, par exemple, sur la prise en compte globale de la question, depuis la place du Châtelet, la place de l'Hôtel de Ville jusqu'au Parvis, en allant même en allant plus loin, on avait évoqué la rive gauche plus encore. Je suis frappé aussi de la convergence des diagnostics sur tout cela. Je voudrais commencer par émettre un truisme et l'émettre avec solennité, puisque comme tous les truismes, nous sommes dans un lieu extrêmement important. C'est non seulement le cœur de Paris, en face de l'un des plus grands monuments gothiques du monde, mais nous sommes au kilomètre zéro, nous sommes au cœur de la France. Donc, une opération ici est d'une importance symbolique considérable. Ce n'est pas une opération d'ordre édilitaire, vous voyez ce que je veux dire. Et à ce stade, on est forcé de considérer que ce que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat aléatoire d'interventions très mal organisées. D'abord, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas Haussmann qui est coupable de tout cela. Haussmann, il était parti en 1870, il avait laissé la place dans un bien meilleur état que cela. Ce n'est pas non plus Viollet-le-Duc, puisque Viollet-le-Duc est mort en 1879, et c'est à peine s'il a pu voir la destruction de l'ancien Hôtel-Dieu, de telle sorte qu'il n'a pas pu voir la façade de Notre-Dame telle que nous la voyons aujourd'hui. On a aussi raconté beaucoup d'erreurs sur la caserne des 100 gardes. On lit, moi j'ai appris en tant qu'étudiant que ça faisait partie d'un programme de maintien de l'ordre dans Paris, organisé par le Second Empire. C'est complètement faux. La caserne des 100 gardes, c'était les ancêtres, les prédécesseurs de la garde républicaine. Ils n'ont jamais eu aucun rôle de maintien de l'ordre. C'était un régiment de prestige, un point, c'est tout. Et je ne pense pas qu'ils aient pu considérer le parvis comme une place d'armes, puisqu'il y avait un bâtiment devant les 100 gardes. C'est après 1871 et bien plus tard, je crois que c'est vers 1874, que c'est devenu la préfecture de police. Ça s'est fait après. Donc, on n'est vraiment pas du tout dans un système extrêmement militarisé. Donc là, je crois qu'il faut tenir compte de toutes ces erreurs parce que ça fait fonctionner le cerveau en arrière-plan. Bon, moi, je dirais aussi que, là, j'insiste avec de gros sabots, les discussions que nous avons sont tout à fait consensuelles.
mais dans l'empyrée qui est au-dessus, il y a deux concepts qui viennent du pouvoir, l'un de l'exécutif, le mot contemporain, et on a vu en 2019 le conflit que ce mot contemporain a généré, et on a décidé avec sagesse et pratique et discrétion de faire dériver le contemporain de Notre-Dame, proprement dit, sur les aménagements du parvis. Donc voilà que le parvis a la charge d'exprimer ce contemporain qui est devenu une sorte d'instruction à caractère obligatoire de la part du pouvoir. Il y a un autre mot qui revient aussi, alors qui vient de la ville, c'est une expression plutôt, c'est rendre aux Parisiens. Rendre aux Parisiens, entre nous, personne ne sait ce que ça veut dire. Qui sont les Parisiens? Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'il faut rendre? Bon, moi, je vois bien quand on regarde les travaux de certaines places à Paris que l'on a voulu rendre aux Parisiens. On a rendu la place du Panthéon aux étudiants, c'est-à-dire qu'on a construit des équipements invraisemblables. On a rendu la place de la République aussi aux Parisiens en suscitant des aménagements qui ont généré un certain nombre de discussions extrêmement vives, et pas seulement dans la tribune de l'art. Donc, s'il s'agit de rendre aux Parisiens le parvis de Notre-Dame, en plus des touristes, on risque de se trouver confronté à tout un catalogue d'aménagements types, et en particulier d'ordre paysager, qui seront extrêmement désastreux. Parce que là, on est au cœur de Paris, on n'est pas dans un square. On est au cœur de Paris, au cœur même du pays, et c'est du monumental qui doit être fait. On doit reconstruire, recadrer, recomposer un ensemble spatial qui soit en rapport avec son site général et Notre-Dame. Or, quels sont, pour les cathédrales, quels sont les plus beaux sites urbains qui existent? On en a cité quelques-uns. Et moi, il y en a un autre que je voudrais ajouter, c'est Tolède. Les plus beaux sites, les plus beaux espaces urbains face aux cathédrales sont des sites exclusivement minéraux. Ils sont faits de proportions, d'architecture simple, de masse parfaitement organisée. On est dans un mode de composition qui n'a rien à voir avec le pittoresque, avec le sentimentalisme, avec le désir de revenir en arrière. On est dans l'ordre de la grande composition monumentale. Et il me semble que si ce n'est pas dans cette direction qu'on se dirige, eh bien, on risquerait de faire fausse route. Et comme on aurait construit pour longtemps, on ferait mieux peut-être dans ces conditions de laisser les choses dans leur médiocre état. Oui. Le père Drouin, on avait dit le père Drouin d'abord. Oui, mais on lui donne un peu. Oui, simplement une remarque. Je tremble un peu à m'exprimer face à d'éminents spécialistes dont je ne suis pas. Ceci dit, dans ce débat, finalement, j'ai été séduit, comme beaucoup, par la démarche des étudiants. C'est extrêmement intéressant, par l'exposé de Benjamin Mouton. Mais dans ce débat reconstruction espace vide, je le dis d'autant plus que maintenant j'habite tout près de cet endroit et que j'étais sensible aussi à ce qui est dit sur ce qui est devenu la rue d'Arcole avec la fin provisoire du tourisme de masse. Est-ce que ce n'est pas plutôt un problème de revitalisation? J'étais l'été dernier en Allemagne, en Autriche. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes espaces urbains, mais par exemple, la cathédrale de Vienne, la cathédrale de Trèves, plus petite ville, vous avez, alors, il ne faut pas comparer, mais vous avez des terrasses de bistrot, vous avez une vie autour de ce lieu. Et c'est vrai que le parvis de Notre-Dame, y compris du temps du tourisme, quand la cathédrale était fermée, eh bien, c'était un lieu sinistre, y compris le marché aux fleurs ou tous ces aspects-là. Alors, est-ce que c'est possible, et là, je ne suis pas compétent, mais je le disais parce que de rendre cet espace vivant, pas aux Parisiens, hein, mais rendre cet espace vivant, parisien ou non,
évidemment, ça a une interférence avec la manière dont il est habité architecturalement. Mais là, je crois qu'il y a quand même une vraie question parce que, alors, est-ce que c'est uniquement lié, je pose des questions, au fait que ce soit des grandes institutions, voilà, la police, l'Hôtel-Dieu, etc. Mais c'est quand même, au-delà de l'aspect urbanistique, etc., du côté un peu médiocre du parvis tel qu'il est actuellement, il est aussi médiocre parce que, alors, où est la poule, où est l'œuf, mais parce qu'il n'est pas habité. Juste une question et une remarque. C'est vrai que sur l'île de la Cité, à l'heure actuelle, vivent environ moins de 1000 personnes. C'est 700-800. Les études de la PUR là-dessus nous l'ont indiqué, côté Place Dauphine et puis autour de la rue des Ursins, ce qui reste du quartier canonial. Peut-être pour répondre aussi à ce que disait Jean-Paul Midanche pour ce qui concerne la préfecture de police, mais c'est aussi vrai pour le palais de la justice. Les institutions, je confirme notamment en ce qui concerne la préfecture de police, sont très, très attachées à leur implantation dans l'île de la Cité, en tout cas pour ce qui concerne la préfecture de police, même si effectivement, comme le disait Jean-Paul Midon, les services bougent et on peut imaginer que, en tout cas, certains services administratifs peut-être changent d'emplacement, mais en tout cas, l'implantation du préfet de police dans la caserne est quelque chose auquel la préfecture de police est très attachée en tant qu'institution. C'est une institution qui est très jalouse de son emplacement. Pareil pour les autorités judiciaires, le déménagement au Batignolles a été complexe. Et c'est vrai que c'est une donnée qui est importante dans les projets d'aménagement du palais de la Cité. C'est plutôt l'hôpital qui pourrait effectivement qui pourrait être amené à déménager, ce qui d'ailleurs n'est pas sans susciter un certain nombre d'inquiétudes, y compris par rapport à la question de la représentation symbolique des différentes institutions publiques dans l'île de la Cité. Donc, en tout cas, voilà, c'est un des éléments, et c'est pour ça que ce n'est pas évident d'envisager d'aménager plus d'espaces, je ne sais pas si vous les appelez de vie, etc., sur l'île de la Cité. Sur la question du rôle des paysagistes, le rôle des paysagistes n'est pas d'aménager des squares. Je crois que les paysagistes peuvent faire mieux que ça, même s'il y a de très beaux squares, et ça fait aussi partie du patrimoine de Paris. Je pense que les paysagistes doivent aussi pouvoir travailler sur les espaces publics, sans forcément proposer d'ailleurs du végétal. Donc, je ne voudrais pas non plus qu'on se trompe sur ce qu'est le paysage et ce qu'est le rôle du paysagiste. Il y a un certain nombre d'écoles de paysage qui pourraient aussi, à mon avis, proposer des choses intéressantes sur les aménagements urbains, pas seulement sur le parvis et sur l'environnement de Notre-Dame de Paris. Jean-Paul ? Il semble que, à travers les différentes interventions, se dessine, s'esquisse une sorte de cahier des charges qui réunit à la fois scénographie et usage, un cahier des charges qui porte plus sur l'art urbain, je dirais, que sur soit le paysagisme, soit l'urbanisme. Il s'agit plus d'art urbain en l'occurrence. Quand on parle d'usage, évidemment, on a le poids très fort de l'usage touristique d'un tel lieu. Et ce qui est assez difficile, c'est de donner à l'usage touristique une qualité qu'il a rarement quand il s'agit d'un tourisme de foule. Comment faire en quelque sorte qu'on passe du tourisme subi à un comportement, disons, un peu plus souple, un peu plus nonchalant, un peu plus lié au plaisir de vivre. Bon, et évidemment, tout ça s'écrit avant de se réaliser de quelque façon que ce soit. Ce que je pense, c'est qu'il peut être intéressant sur un lieu comme celui-là d'envisager des architectures temporaires. C'est-à-dire qu'on peut très bien, comme on l'a fait par exemple pour la Comédie Française, comme on le fait finalement assez couramment, mettre en place des architectures qui ne sont pas là pour durer, mais qui permettent de tester, mine de rien, je dirais, quelques solutions, de voir comment ça réagit, comment les gens se comportent par rapport à ces architectures. Quand je disais scénographie et usage, je pense que la part de perméabilité visuelle, disons, et de cadrage, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a deux aspects qui sont essentiels, c'est-à-dire
d'une part, effectivement, la perception de la cathédrale depuis les berges, surtout côté rive gauche, et l'inverse, disons la proximité, la perception de la cathédrale depuis les lieux les plus proches. Voilà, je pense que c'est sur ces notions-là qu'il nous semble intéressant de réfléchir. Merci Jean-Paul. Je crois qu'est arrivé malheureusement le moment de la conclusion. Il me reste, je crois que un certain nombre de choses ont été dites. Je crois que l'intervention aussi récente de Jean-Michel Legnoux attirant notre attention sur le fait que nous sommes dans un cas de figure où il s'agit de réfléchir certainement à deux fois avant de commencer à tenir le crayon, savoir ce qu'on dessine et ce qu'on décide, sans doute. J'ai promis, et je le ferai, je ne l'ai pas fait, de mettre l'appel d'offres, la consultation est lancée par la ville de Paris en ligne, soit sur mon propre site, ce sera plus simple, afin que les uns et les autres, j'avais promis de le faire, c'est une pièce vraiment qu'on aurait pu regarder dans les détails, comprendre si cette sorte d'émiettement de la maîtrise d'œuvre attendue entre un architecte peut-être du patrimoine, un paysagiste, un spécialiste de l'EVRD, un spécialiste du BIM management, tout ça est à la hauteur des enjeux de ce dont il est question. Je crois que ça mérite d'être réfléchi. On se demande si, avec un tel cahier des charges, un Yuan Minpei aurait pu tomber le projet du Louvre ou Bernini, la place Saint-Pierre de Rome. On n'est peut-être pas dans des situations où les budgets permettent, bien sûr, ce genre de débauche, de dépenses d'argent public, sans doute, c'est vrai. Mais je vous invite, voilà, ce sera peut-être le mot de la conclusion. Il me reste à remercier très chaleureusement les internautes qui ont été d'une patience extraordinaire dans nos petits cafouillages techniques, les intervenants, presque une quarantaine entre hier et aujourd'hui, plus tous ceux qui ont pris la parole dans le public, enfin ceux qui se sont, ont franchi les distances et se sont rendus jusque dans cette salle Vasari de l'INHA. Et je remercie à ce titre l'INHA de nous avoir accueillis pendant ces 2 journées consécutives, mettant à disposition toute la technique. Enfin, un mot également pour, alors je ne remercie pas les co-organisateurs puisqu'ils font partie de l'événement, mais je prends la parole naturellement au nom de Josep Maria Garcia Fuentes de l'Université de Newcastle upon Tyne et puis de Eduardo Piccoli del Politecnico di Milano qui nous écoute sûrement en ce moment là-bas à Turin. Ciao Eduardo, come stai? Je remercie également beaucoup ce qu'on appelle les petites mains, mais en fait ce sont des doctorants, des étudiants qui depuis 2 jours ont aidé à faire que les choses se réalisent en bon ordre. Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas vos prénoms. Et puis enfin, on n'est pas à la Comédie Française. Et donc, voilà, un immense merci à tous. Et je propose pour clore la journée, toutes celles et ceux qui le souhaitent, je vais donner un petit apéritif à la maison, 162 rue Saint-Denis, et vous êtes tous les bienvenus. Il y a une petite terrasse aérienne et qui vous permettra de nous rafraîchir avec un petit peu de jus de fruits rafraîchis eux aussi. Voilà, grand merci à tous et à très bientôt pour un événement qui aura une suite, car ceci s'inscrivait dans une lignée, ce qui s'était produit à Newcastle, à Turin. Donc ici, c'est un événement parisien, mais je pense que le sujet est tellement important et qu'il n'a pas encore donné vraiment tous les attendus, n'est-ce pas, des organisateurs, de proposer certainement une session à l'automne, de sorte, les résultats de la consultation seront connus, les 4 équipes qui doivent être retenues, voilà. Je crois que c'est bien de suivre cette actualité de près, car c'est un sujet qui nous regarde, je crois, toutes et tous, non seulement les Parisiens, mais je crois dans la France entière. Je sais que des gens nous écoutent à l'heure actuelle de Tokyo. Quelqu'un a manifesté son intérêt de Mexico. C'est dire à quel point il faut vraiment qu'on soit à la hauteur. Et ce serait extraordinaire que ce débat ne trouve pas une suite ici, même à Paris même. Donc, rendez-vous au tout début de l'automne. À très bientôt.